impressionné par les résultats du dernier trimestre. C'était nerveux. Pourquoi il y a des caméras tout d'un coup? J'ai été 35 ans des ressources humaines, j'ai jamais vu ça. Mais c'est pas illégal de les surveiller? Je peux te mêler de ça, c'est clair? Que s'ils font une enquête, on va tout prendre notre job. Comment vous la croyez? C'est votre parole contre la sienne, M. Cournoyer. Tu peux-tu penser à toi avant les autres? Tu peux pas être complice de ça, là. C'est dégueulasse la façon dont t'es traite. Je te le dis, Ariane, si tu veux jouer à ça, tu la rends pas. Bonjour, Pierre-Philippe Chevigny, Ariane Castellanos, bonjour. Vous êtes le réalisateur et l'actrice principale de Dissidente. Avant de passer à notre entretien, je vous propose de résumer en quelques phrases le sujet du film. Vous avez tourné donc dans la vallée du Richelieu, qui est une région agricole du Québec. Nous voilà dans une usine de transformation de maïs avec Ariane, qui est donc embauchée en tant qu'interprète pour traduire aux ouvriers guatémaltèques qui font tourner en grande partie l'usine. Elle découvre donc qu'il travaille dans des conditions déplorables et son cœur balance et elle oscille entre prendre parti pour eux, essayer de les protéger contre cette exploitation et risquer de perdre son job dont elle a grand besoin elle-même. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous situer quelle est l'origine du film? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire une fiction comme celle-là? Oui, bien, premièrement, merci de l'invitation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, au Québec, au Canada, il existe un programme qui s'appelle le Programme des travailleurs étrangers temporaires. C'est un mécanisme du gouvernement fédéral qui permet à des entreprises d'importer de la main-d'œuvre essentiellement. Pendant des années, c'était essentiellement le secteur agricole parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre depuis des années chez nous. Les Québécois ne veulent plus faire de ces emplois-là. Donc, il fallait pallier à ce manque-là d'une certaine façon. Et la solution que le gouvernement a proposée dès les années 60, c'est d'importer la main-d'œuvre des pays du tiers-monde, principalement Mexique et Guatemala, mais aussi d'autres pays, les Philippines, l'Afrique du Nord, etc. Et donc, moi, il y a maintenant 10 ans, j'avais lu des prospectus rédigés par des syndicats qui disaient qu'il faut faire attention à travers ce programme-là. Parfois, il y a des conditions qui ressemblent vraiment à de l'esclavage moderne. Et je trouvais ça m'apparaissait exagéré, en fait, qu'il puisse y avoir de l'esclavage moderne au Québec. Il y a un orgueil national chez nous. On aime se dire que parfois, nous-mêmes, en tant que minorité francophone, on a tendance plutôt à être des victimes. Est-ce qu'on peut vraiment être, cette fois, les exploitants aussi? Il y a un peu de ça qui alimentait ma réflexion. Donc, je suis allé faire de la recherche sur la question. Et je suis retourné dans mon coin de pays, dans la vallée du Richelieu, dans l'espoir de faire un documentaire pour vérifier si ces allégations-là étaient vraies ou non. Est-ce qu'il y a vraiment de l'esclavage moderne au Québec? Et rapidement, je me suis rendu compte que de faire un documentaire là-dessus, ce serait impossible parce que les gens qui sont victimes d'exploitation ne veulent pas parler à visage découvert. Donc, de passer par la fiction, c'était un peu la seule façon de raconter la vérité, essentiellement parce qu'on pouvait rendre compte des témoignages tout en protégeant l'anonymat des gens qui nous parlaient. Et donc, c'est un peu la genèse du projet. C'est comme ça que l'idée de faire ce film-là, Dissidente, est arrivée. Mais du coup, vous avez mis combien d'années à monter ce film? J'ai commencé en 2013 et donc ça n'a pas été de la recherche continue pendant 10 ans, mais ça a pris un bon 10 ans. Et peut-être un des points de bascule dans le développement du projet, c'est ma rencontre justement avec Ariane. Ariane qui est comédienne dans la vie, qui avait auditionné pour un de mes courts-métrages que j'avais trouvé formidable. Mais que j'ai appris après qu'elle était mi-guatémaltèque et il n'y a pas de comédienne guatémaltèque au Québec. Et moi, il se trouvait qu'à ce moment-là, ça faisait déjà des années que je développais l'idée de Dissidente, de faire un film avec des ouvriers guatémaltèques. Et donc, c'est un peu comme si cette rencontre-là devait arriver. Donc, Ariane s'est greffée rapidement au projet dans le développement, m'a aidé dans la recherche. On est allé au Guatemala ensemble pour rencontrer les travailleurs. Donc, c'est vraiment devenu notre projet d'une certaine façon. Pourquoi avoir choisi d'avoir été au Guatemala? Bien, parce qu'il se trouve que la majorité des travailleurs agricoles au Québec sont guatémaltèques. Il y en a un peu. Avant, c'était beaucoup le Mexique, mais depuis quelques années, ça tend de plus en plus à être le Guatemala qui a des ententes diplomatiques pour des raisons
assez funeste, là. C'était nécessaire aussi d'aller sur place au Guatemala parce que c'était la seule façon vraiment de recueillir des témoignages et que les travailleurs se sentent en sécurité, parce qu'en fait au Québec, premièrement, ils travaillent tout le temps, donc c'est pas possible d'aller à leur rencontre. Puis ensuite, par peur de perdre leur emploi, valait mieux ne pas risquer ça, puis d'aller au Guatemala et discuter avec eux là où ils se sentent confortables. Et donc là, c'est là où vous avez pu recueillir leurs témoignages. Exactement. Et le scénario est une espèce de collage de tous ces témoignages-là, finalement. C'est pas nécessairement, tout n'est pas exactement arrivé à cette personne-là ou cette personne-là, mais tout ce qui est raconté est arrivé à quelqu'un pour de vrai. Alors, ce qui est notable aussi dans votre film, c'est que donc, le patron n'est pas directement un salaud. Vous avez pris ce parti pris de présenter un homme, lui aussi, dans des difficultés et qui essaye de défendre son point de vue. Exactement, mais c'est un peu le commentaire du film, c'est que c'est pas de pointer du doigt un individu ou une entreprise, c'est plutôt le système capitaliste en soi qui pose problème, qui nous oblige essentiellement à chacun de tirer de notre épingle du jeu. Et ce que le film dépeint, en fait, c'est une espèce de chaîne d'exploitation où, lorsqu'on se retrouve au sommet, on est un peu obligé de mettre pression sur plus petit que soi, et en dessous, les gens mettent pression sur la personne suivante dans la chaîne. Et donc, finalement, tout le monde est à la fois un peu victime et à la fois un peu complice. Et c'est ce que le film démontre, dans le fond, que ce soit le patron Stéphane, interprété par Marc-André Grondin, lui-même ressent de la pression des actionnaires, et Ariane se rend compte qu'elle est à la fois victime et bourreau parce qu'elle participe au système, et elle subit la pression d'en haut, et même les ouvriers entre eux finissent par s'exploiter en se taxant mutuellement. Donc c'est ça, c'est un peu l'image que le film tente de présenter, c'est que c'est pas un individu qu'il faut accuser, c'est plus complexe que ça, c'est le système en entier qui est problématique. Alors, il y a quelque chose de frappant, c'est que dès qu'on est dans le film, on est jeté tout de suite dans cette usine avec Ariane qui vient d'être embauchée et qui prend le train en marche, si j'ose dire. Et puis, on apprend tout de suite que sur leur fiche de paye, les ouvriers cotisent. Ils ont une cotisation syndicale, ils s'acquittent de cette cotisation syndicale, mais ils n'ont pas le droit aux bénéfices, aux services de ces syndicats. Les syndicats brillent ici par leur absence. Oui, mais en fait, ce qui se passe, puis là, la situation est peut-être différente chez vous, évidemment. Là, moi, je parle vraiment du contexte très spécifique du Québec. Au Québec, légalement, si on travaille pour une entreprise dans laquelle il existe un syndicat, on est obligé de verser des cotisations syndicales, mais cependant, on n'a pas le droit d'avoir le service du syndicat tant que ça fait pas au moins 3 mois qu'on travaille pour la dite entreprise. C'est une période de probation qui permet aux employeurs de se débarrasser d'un employé qui ferait vraiment pas l'affaire, qui serait problématique. Mais lorsqu'on est un travailleur étranger temporaire et qu'on vient pour une période de 2 mois, 2 mois et demi, le temps de la récolte du maïs, par exemple, on n'arrive jamais à avoir assez d'ancienneté pour avoir accès au service, mais légalement, on est quand même tenu de verser des cotisations parce que c'est comme ça que les syndicats se financent. Et en plus, c'est pas cumulatif. Donc, si le même travailleur guatémaltèque revient d'année en année, même s'il a fait 2 mois et demi l'année précédente, c'est pas cumulatif. Jamais il va pouvoir cumuler 10 mois, 11 mois, 12 mois. Il recommence à zéro à chaque fois. À chaque fois. Mais depuis, est-ce que les syndicats, par exemple, ont vu votre film? Est-ce que lors de la sortie du film au Québec, j'ai cru avoir compris que quand même il avait fait un petit peu d'effet. Est-ce que des choses ont bougé un petit peu? Je pense que c'est en cours d'action actuellement. Effectivement, il y a les 2 plus gros syndicats qui sont la FTQ et la CSN se sont un peu emparés du film, ont fait beaucoup de séances avec leurs membres. Et notamment la FTQ, un de leurs chevals de bataille, c'est de tenter de faire réformer ce programme-là, le programme des travailleurs étrangers temporaires, qui révèle de juridiction fédérale. Donc, c'est pas que le Québec qui doit s'occuper à ça, c'est vraiment le gouvernement fédéral. Donc, ils tentent de faire pression pour que ce programme-là soit réformé, mais évidemment, il y a des enjeux économiques qui sont liés à ça. Le gouvernement est bien conscient qu'il existe ces formes d'exploitation-là, mais c'est pas nécessairement un enjeu qui est payant électoralement. Et il y a beaucoup aussi d'entreprises qui auraient à perdre à ce qu'on change ce système-là, donc c'est pas gagné d'avance. Mais les syndicats connaissent le problème, ils font tout ce qu'ils peuvent, ils travaillent très fort pour tenter de au moins réformer le programme, ça c'est sûr. Alors, vous avez travaillé donc sur ce film de fiction avec des acteurs professionnels, dont Ariane, évidemment, et des acteurs non professionnels.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet? Ben justement, Ariane, justement, a fait un peu office de directrice de casting. C'est elle qui a recruté beaucoup ces comédiens-là. Je ne sais pas si je peux te tendre la perche là-dessus. Oui, ben c'est sûr que tu pourrais te prononcer sur sur la façon de diriger peut-être des noms professionnels. Mais oui, à la base, on avait discuté du fait que c'était super important d'avoir que ce soit authentique, que ce soit des vrais Guatémaltèques. Au départ, il y avait l'idée de faire venir des vrais Guatémaltèques au Québec. Ça a été tourné en pleine pandémie, ça a compliqué les choses, ce qui fait qu'au final, on a eu 2 acteurs latinos qui ont réussi à venir au Québec. Deux acteurs guatémaltèques. Guatémaltèques, parce que même pour des acteurs guatémaltèques, c'est compliqué d'avoir un visa et de venir au Québec. C'était l'horreur. C'était l'horreur. C'est probablement ce qui a été le plus compliqué en production. Ouais. Ensuite, pour les autres, je suis allée chercher un petit peu partout, dans les cafés, les barbiers, les épiceries, aller repérer un peu où se tenait la communauté guatémaltèque. Puis étonnamment, même si c'était pas des acteurs, tout le monde avait envie de participer au film parce que je pense que la communauté n'est pas représentée à la télé ni au cinéma. Il y avait vraiment comme un enthousiasme en fait à être présent puis à participer, à collaborer à ce film-là. Donc, tous les gens qui apparaissent dans le film sont véritablement guatémaltèques, mais ce sont des citoyens canadiens et ce sont majoritairement, donc, non, ce ne sont pas des professionnels. Cette question de l'authenticité, est-ce que c'était une condition pour en faire vraiment un film politique? Bien, certainement, on voulait tendre vers ça. C'est certain aussi que le film avait l'ambition de brasser des idées au Québec et au Canada, mais aussi au Guatemala, qui puissent servir au Guatemala, parce qu'il y a cette perception-là au Guatemala que le Canada est une espèce de havre des droits humains, puis qu'eux sont habitués de traverser la frontière, par exemple, pour aller aux États-Unis, où on entend des histoires d'horreur. Ils rentrent aux États-Unis sans papier, donc ils sont plus vulnérables. Quand ils viennent au Canada, ils viennent de façon légale. Ils ont un visa parce que c'est à travers le programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, eux pensent que le Canada, on se fait pas exploiter. Donc, le film avait aussi le désir de leur dire, ben faites attention, parce que parfois, ça se passe bien, mais parfois, ça peut aussi très mal se passer. Donc, c'est important que le film, quand les Guatémaltèques le regardent, ils entendent leur accent, ils entendent leur expression, ils se reconnaissent vraiment pour que ça leur parle à eux aussi. Donc, c'était surtout pour ça que pour moi, c'est important parce que le film a de nombreux publics, puis finalement, il faut qu'il puisse s'adresser de la bonne façon à chacun des publics. Alors, l'autre dimension qui le raccroche à la réalité, évidemment, Ariane, c'est votre double appartenance. Vous êtes québécoise et aussi guatémaltèque, en vrai, si on ose dire. C'est ça? Oui, absolument. Oui. J'ai grandi au Québec avec un père qui habite toujours au Guatemala. Donc, j'ai fait plusieurs allers-retours pour aller visiter mon père puis ma famille là-bas, ce qui fait que je suis très proche du Guatemala, en fait, puis de sa culture. Donc, c'est sûr que d'avoir Pierre-Philippe, qui est 100% québécois, s'intéresser à une problématique relativement guatémaltèque, c'est étonnant, puis c'est très touchant aussi. Le Guatemala n'est pas très connu au Québec, au Canada. C'est un tout petit pays dont on entend rarement parler, qui n'est pas populaire du tout. Je veux dire, l'historique du Guatemala, il y a eu un génocide, puis personne n'est au courant, là. Donc, ça reste un peuple qui est vraiment gardé sous silence, si je peux dire. Il y a une emprise, ils sont méprisés. Donc, c'était très touchant que Pierre-Philippe s'intéresse au Guatemala. Parce que vous, Ariane, vous avez une carrière, vous êtes une actrice confirmée. Oui. Ce projet-là n'est pas votre premier projet. Il acquiert une dimension un peu particulière dans votre parcours, mais absolument. Vous n'en êtes pas à votre premier film. En fait, si. C'est la première fois que Au cinéma, oui. Mais c'est une comédienne qui a fait beaucoup de télé. Vous avez fait beaucoup de télé, c'est ça, et du théâtre? Télé, de théâtre, exactement. Mais mon premier rôle au cinéma, c'est Pierre-Philippe qui me l'a offert, oui. Donc, c'est très spécial à cause de l'identité, mais c'est très spécial parce que c'est la première fois. Alors, je vous pose la question à tous les deux, à vous, Ariane, parce que vous l'incarnez, et à vous, Pierre-Philippe, puisque c'est vous qui l'avez écrit. Il y a un parti pris aussi très fort de présenter ce personnage féminin qui lui-même est en rupture.
C'est un personnage qui vient d'être, qui vit une période de remise en question, qui vient entre guillemets de lâcher une partie de sa vie et qui se pose des questions de l'existence. Est-ce que c'était aussi un geste fort de prendre une femme, de prendre une interprète, donc une traductrice, celle qui traduit de la théorie à la pratique, mais aussi du français à l'espagnol, et aussi quelqu'un qui est en pleine remise en question, avec un regard neuf peut-être? Oui, ben, sur le plan dramatique, ce qui était intéressant pour moi d'avoir, entre guillemets, une outsider, c'est qu'elle était un peu à l'image du public, parce que le public est très peu renseigné au sujet de ce qui se passe dans les usines de transformation alimentaire avec les travailleurs migrants. Donc Ariane, elle rentre dans le film de la même façon que le spectateur, elle n'a aucune idée dans quoi elle s'embarque. Et donc, elle n'a pas de parti pris d'emblée, mais peu à peu, elle va se rendre compte, essentiellement, se faire sa propre opinion à l'égard de ce dont elle est témoin, de la même façon que le public. Donc, puis pour moi, c'est intéressant aussi qu'elle soit traductrice, parce que la traductrice, finalement, dans l'usine, c'est la seule personne qui a accès autant du côté des ouvriers guatémaltèques que du patronat québécois blanc. Et donc, c'est le seul point de vue dans l'usine qui arrive à avoir un regard un peu objectif sur ce qui se passe des deux côtés, et ça permettait vraiment de tracer un portrait qui n'était pas manichéen, qui était plus nuancé, parce qu'on comprend la pression des boss, mais on comprend aussi la souffrance des ouvriers. Alors, cela dit, on vous sent proche des ouvriers. Certainement. Votre vision est claire. Vous dénoncez un système. Est-ce que vous aviez en tête des auteurs comme, on pense évidemment à l'œuvre de Ken Loach, des frères Dardenne, peut-être un peu plus, de façon un peu plus distancée, mais tout de même, est-ce que vous aviez la volonté de vous inscrire dans une tradition du film social et politique qui dénonce un système capitaliste? Oui, absolument. C'est vrai qu'on compare souvent à Ken Loach, mais j'ai très peu vu de films de Ken Loach, essentiellement, alors que je connais beaucoup les frères Dardenne. C'est Abbas Kiarostami, qui est peut-être encore moins évident, est une grosse influence aussi. Mais le cinéma québécois, le cinéma documentaire des années 60 était aussi très social, très engagé. C'est un cinéma qui s'est moins exporté, disons, mais qui, pour moi, dans mon parcours, a été important aussi. C'est certain que j'ai toujours été très engagé. Mes courts-métrages aussi parlaient toujours d'enjeux sociaux. Ça fait un peu partie, naturellement, de mes intérêts dans la vie. Donc, on fait des films sur les sujets qui nous intéressent. Et du coup, est-ce que vous avez d'autres projets ensemble? Est-ce que vous êtes en train d'écrire actuellement ou... On n'a pas de projet ensemble maintenant, mais qui sait, il y en aura peut-être éventuellement. On travaille tous les deux, chacun de notre côté, sur d'autres trucs. Là, moi, j'ai un court-métrage, un long-métrage. Ariane est en train d'écrire un court-métrage aussi qu'elle réaliserait elle-même. Ah, mais là, je pensais pas... Je pensais pas révéler ça, le scoop. Ça y est, ça met la pression. Des ambitions de réalisation aussi. D'accord. Vous penchez sur la réalisation, Ariane? Oui. C'est sûr que, en fait, j'aimerais beaucoup aborder la question identitaire, la double identité, le questionnement face à ça. Je trouve que que Dissidente, Richelieu étant le nom québécois du film, je trouve que Dissidente aborde très très bien le sujet. Ariane, qui est québécoise, mais qui ne se sent pas tout à fait à sa place, qui trouve un certain lien avec les Guatémaltèques, mais qui ne connaît pas son pays. Je veux dire, tout ça, c'est très présent au Québec. Donc, j'aimerais aborder cette thématique-là, oui. Entendu. Et vous travaillez actuellement donc sur un court-métrage et sur un long-métrage aussi? Je viens de terminer un court-métrage juste avant de venir ici en France, mais j'écris mon deuxième long-métrage aussi, avec les délais de financement dans les pays où il y a du cinéma financé par l'État, des fois c'est long, donc on peut s'attendre à peut-être, si tout va bien, qu'on tourne l'année prochaine et réalistement l'année suivante. Donc, et qui parlerait de quoi? De brutalité policière. Donc, de brutalité policière. Ouais, voilà, encore un peu dans la même veine. Donc vous continuez sur la veine du cinéma politique. Absolument. Ariane me rappelle et m'offre la possibilité de vous poser la question. Effectivement, le film est sorti sous le nom de Richelieu au Québec. Il sort sous le titre de Dissidente en France. Pourquoi cette différence? Richelieu, le référent est différent en France, évidemment. Vous pensez systématiquement plus au cardinal, tandis que chez nous, ça s'associe à la rivière, à la région. C'est une région agricole où il y a beaucoup d'usines de transformation alimentaire. Donc, le référent, c'était plus ça au Québec. Et j'aimais aussi la sémantique, en fait, riche lieu.
C'est un endroit de la richesse où finalement des travailleurs du tiers-monde viennent se faire exploiter. Il y avait cette dimension-là dans le titre, mais on a décidé qu'en France, là, on pensait trop au cardinal de Richelieu. Donc, Dissidente, puis Dissidente, qui est un titre que j'aime aussi beaucoup, qui est à mon avis très représentatif du film. Donc, ça me convient parfaitement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci.